nouvelle émission, Maxime Farago. Non, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que quelqu'un qui cherche son père est prêt à faire n'importe quoi, puis est prêt à prendre tous les détours qu'il faut, puis à tricher par tout ce qu'il peut tricher pour arriver à ses fins, puis surtout quand tu as deux pères. Puis. Bienvenue à Mission Country. Dans une autre émission, on a visité son ranch. Aujourd'hui, on rencontre l'homme, le fils, l'artiste. Vous allez être témoin à la maison d'une histoire qui a été semée d'embûches. Un fils à la recherche de son père, deux personnes possibles, Johnny Farago, René Angélil. Je vous laisse découvrir. On a vraiment été bien accueillis, même que tu t'es laissé aller pour fredonner quelques notes avec lui dans son salon. Oui, ben du fun. Bonne émission. My one and only prayer is that someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. Alors Maxime, tu nous accueilles dans ton univers musical. Oui. Hey, merci de nous ouvrir les portes. Là. Tantôt, tu nous expliquais plein de choses sur, en fait, de tout ce qui est exposé ici, qui était vraiment super intéressant. Nous allons raconter. Hein? Oui, il y a beaucoup d'histoires. J'ai même tenu le mouchoir d'Elvis dans mes mains. Non, mais quand même, je suis... je peux mourir en peine. Non, mais... On dit le mouchoir, le foulard. Hein? Le foulard, oui, j'ai dit mouchoir, pardon. Foulard de scène. Pas le foulard de scène, oui. J'ai eu la chance de lire ta biographie. Mm-hmm. Et le titre m'a beaucoup parlé. Donc, le titre étant un peu d'amour, beaucoup de peine. Pourquoi avoir choisi ce titre-là pour ta biographie? Bien, premièrement, c'est une chanson que mon père a déjà faite. C'était une chanson qui avait été écrite par Norman Knight en français. C'est une traduction. Mais Johnny en avait fait sa version. Ça avait été un bon succès aussi. Et puis, en fin de compte, pendant que j'écrivais ça, moi, j'avais plein d'amour à l'écrire, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Ça. Fait que, je parlais de ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi tu ne prends pas un peu d'amour, beaucoup de peine? » Ah, j'ai dit « C'est pas fou, parce qu'on a regardé ça. » Quand on est une personnalité publique, on sait que, veut pas, on n'a pas le choix, on met notre vie privée un peu sur... on livre notre vie privée un peu sur un plateau d'argent au public et tout ça. Mais écrire sa biographie implique que tu livres davantage des choses beaucoup plus personnelles. Se mettre à nu. Oui, c'est ça, se mettre à nu. Donc, parler de choses parfois qui peuvent même être un peu plus douloureuses. Alors, pourquoi tu as vraiment eu envie de partager ça avec ton public? En fait, la vraie raison, c'est que, disons que j'ai une histoire qui est quand même assez rock'n'roll, assez grande aussi pour le jeune âge que je peux avoir, tu sais, à cette époque-là surtout. Mais j'ai tellement répondu souvent à des gens qui me disent « Ton père, comment c'est arrivé? Ta mère, elle, comment que... » En fin de compte, je le répétais tout le temps. Je me suis dit « Je vais l'écrire. Je vais pouvoir arrêter de le raconter à chaque fois, tu sais. Je vais tout écrire. » Puis finalement, j'ai écrit une chose, puis... je pense à d'autres choses, puis quelqu'un me disait « Monette, t'as oublié de parler de ça, ton père avait fait ça, ou ta mère avait fait ci, ou... Donc, c'est le livre qui grandissait à mesure. Mais moi, le livre, je l'ai fait vocalement. OK. Alors, j'enregistrais toutes des bribes. Supposons que je disais, je me souviens que mon père m'avait conté qu'il avait rencontré Elvis à Las Vegas. Alors là, j'enregistrais. Et puis après ça, des gens qui m'en parlaient, je prenais les petits bouts, puis je les coupais, puis je le mettais. Je faisais un montage de l'histoire complète. Quand, mettons, je parlais à un ami de Johnny, ou de ma mère, ou d'une tante, ou le frère de Johnny, qui me parlait de Johnny, tous les témoignages que j'ai dans mon livre viennent des vraies personnes, et tout ce que j'ai écrit dans mon livre, je l'ai en audio. Donc, il n'y a pas de menterie, tu sais. J'ai monté ça, puis l'oncle Nancy a écrit quelques livres, lui, pour son plaisir. C'est pas un écrivain, mais c'est un bon auteur. Il m'a offert « Est-ce que tu voudrais que j'écris ton livre? » J'ai dit « Bien sûr, mais je peux t'apporter ce que j'ai à date. » J'avais Stéphane Bourget, un de mes amis, qui avait commencé à le faire, mais une centaine de pages. Puis finalement, il n'était pas à l'aise avec ça, donc on a changé on a changé une couple de pages, on a fait enlever des choses que je disais qui étaient trop personnelles. Il ne faut pas se faire non plus attaquer par les gens en justice. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. Hein.
Alors, c'était comme ça. Puis son oncle s'est mis à écouter mes audios et écrire mon histoire. Qu'est-ce que... J'ai autant de questions pareilles. J'imagine. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, mettons, dans ce processus-là? Ben, ce qui est difficile, premièrement, c'est de parler de deux personnes qui ne sont plus là. Ça, c'est dur. Puis il y a aussi là-dedans écrire ce qu'on vit et pas nécessairement d'écrire ce que les gens veulent savoir. Parce que les gens, ils voient tout ça beau, eux autres. Là, tout est beau. Puis ta mère, comment ça fait que tu dis que ta mère elle te battait, puis c'est ça. Puis moi, ta mère, je l'ai jamais vu te battre. T'sais. Non, mais moi, je vivais comme ça. T'sais. Là, ça l'enlève comme un peu. Ça l'enlève comme un peu d'amour, justement, entre la personne qui me parle, puis qui a compris quelque chose qu'il ne savait pas. Je veux dire, c'est, comme un exemple, il y a des frères de ma mère qui ont arrêté de me parler après, parce que je parlais de ça. Okay. Après, ben, c'est revenu, on s'est reparlé par les années. Après ça, il y a eu aussi, comme mes enfants, quand ils ont vu des choses, ils ont dit « Papa, pourquoi tu as écrit ça de ma mère? » Ouais, c'est pas correct. T'sais. Non, mais moi, je vivais avec ta mère, donc tu peux pas savoir ce que... Ça allait apporter des lourds, ça. Je parle de mon oncle Gérard, à un moment donné, là, qui avait des lunettes carrées, puis ses enfants, ils m'ont une qui m'a dit « Tu n'avais pas d'affaire à parler de mon père demain. Mon père, c'est pas un alcoolique, mon père, c'est pas une farce, tu sais. » J'ai dit « Non, mais là, je te parle pas de ce que je pense de lui. J'écris pas ce que je pense de lui, j'écris ce que je voyais, ce que l'enfant voyait. » Les souvenirs que tu avais. Exact. Moi, je le voyais comme ça. Mais ton père, je l'ai adoré, je l'ai aimé, c'est mon oncle, tu sais. Je parle pas contre lui, mais ça a fait des choses comme ça. Dans ce livre-là, tu nous parles un peu des personnes avec qui tu as grandi dans les premières années de ta vie. Est-ce que tu considères que tu as eu un beau début d'enfance, dans le fond, dans les premières années? Oui. J'ai eu un beau début d'enfance parce que ma mère, elle m'a confié à sa sœur. En fait, ma mère, quand elle est tombée enceinte, elle était mère-fille. Hein, fait comme la famille conseillait à ma mère de me faire adopter. Puis mon grand-père, lui, il avait renié ma mère, puis il dit « Va pas le mettre à la crèche », puis il fallait adopter, puis tout ça. Finalement, mais la plus vieille des sœurs à ma mère a décidé de me prendre chez eux. J'ai grandi là pendant 5-6 ans, mais ça c'était comme mon paradis. C'était mes plus belles années de ma vie, de mon enfance. Donc, tu disais que dans le fond, les premières années de ta vie, tu l'as passé chez une de tes tantes. Est venu un moment où est-ce que tu es retourné chez ta mère aussi. Donc, selon toi, est-ce que ça a été un moment qui a été tournant dans ta jeune vie d'enfant? Oui, c'était un tournant parce que là, j'étais vraiment obligé de vivre selon la volonté de ma mère, qui n'était pas la même façon de vivre que ses sœurs, etc. Moi, j'ai grandi en famille avec mes cousines, cousins, mes tantes. En fait, ma marraine restait sur la rue d'en arrière. Ma tante, où je restais dans la rue centrale. Les autres avaient de la famille dans la rue, dans les deux côtés de la rue. Donc, c'était bien familial. Puis les 3 filles de ma tante Thérèse, c'était comme mes sœurs, tu sais. Alors, quand j'ai retourné vivre chez ma mère, là, ma mère, c'est une vie de club. Puis fais garder ça, fais garder là, puis la boisson, puis les amis qui viennent à la maison, puis tout ça. Fait que l'agressivité là, de ma mère là-dedans, ça en est mêlé, puis j'étais comme pas heureux avec ça, tu sais. C'était comme l'école... à la dure. Oui, très dur, ouais. Maxime, c'est pas un secret pour personne. Tu es le fils de Johnny Farago. Mais le chemin a quand même été houleux et long avant justement d'avoir cette reconnaissance-là de la part de Johnny. Ça a dû être quand même des moments pas toujours faciles. Non, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que quelqu'un qui cherche son père est prêt à faire n'importe quoi, puis est prêt à prendre tous les détours qu'il faut, puis à tricher par tout ce qu'il peut tricher pour arriver à ses fins, puis surtout quand tu as 2 pères. Tu sais. Moi, c'était une question de René Angélil oui, puis Johnny Farago. En fait, il y avait comme 2 possibilités là, pour toi. Oui. Et René a toujours été certain que j'étais son fils aussi. Tu sais. Ah oui? Oui, mais René a toujours été comme un père. Pour moi, il a toujours été bon avec moi, il a été fin avec moi-même jusqu'à sa mort. Tu sais. Mais Roger Sylvain, là-dedans, a été comme le pilier de mon tremplin pour aller trouver mon père. Tu sais, c'est lui qui s'est mis le nez là-dedans. Son nez de journaliste, de ma mère de journaliste, puis qui a appelé ma mère, puis qui a parlé à tout le monde, puis qui m'a dit « Il me semble que ça ressemble à Johnny Farago, ça se peut-tu? »
Ben, j'ai dit, ça se peut pas. Mon père, c'est René Angélil. Fait que là, il dit, demande à ta mère. Puis il dit, parle, reviens-moi. Fait que j'ai parlé à ma mère. Finalement, ma mère m'a conté l'histoire. Puis il y avait de bonnes possibilités que ce soit l'autre, le père. Elle voyait que je ressemblais plus à Johnny en vieillissant. Mais à l'époque, ma mère me peignait comme René Angélil, avec le beau toupette noir, tout ça. Puis j'étais grand, puis je la peau foncée un peu. Donc, elle, c'était évident que j'étais le garçon à Il y avait René. des probabilités. Ouais. Il y a eu un test d'ADN Ouais. à un moment donné où est-ce que, bon, c'est officiel. T'es officiellement le garçon à Johnny Farago. Il y a eu des retrouvailles, ça s'est bien passé. T'es parti en tournée aussi avec lui. Tu t'es, dans le fond, finalement, t'as retrouvé un père que t'avais jamais eu, mais... Un chum. Un chum? Ouais. Ah oui, OK. Ouais. Mais malheureusement, c'est sûr qu'il est parti, dans le fond, subitement. Donc, le 29 juillet 1997. Tu n'avais vraiment pas eu beaucoup de temps avec, 1 an et demi, je crois, environ. Ouais, que un ça an et 10 faisait. mois. Ouais. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est d'autant plus... perdre quelqu'un, c'est jamais facile, mais tu sais, quand tu l'as cherché pendant tant d'années, puis l'avoir si peu de temps, est-ce que ça a été... Ben, j'ai toujours dit, au début, j'étais tellement fâché de ça, là, que de m'avoir fait enlever mon père, que j'ai cherché toute ma vie, que je me suis sauvé de chez ma mère à 14 ans. J'ai resté sur le bord des rues à Montréal, j'ai dormi sur des bancs de parc, j'ai manqué de bouffe, j'ai manqué de linge, j'ai manqué ma vie, j'ai cherché mon père comme un malade. T'sais. Puis là, de le rencontrer, puis de le perdre un an et 10 mois après, j'étais vraiment... ça m'a donné toute une claque, honnêtement, là. Puis, j'avais pas une grande croyance religieuse d'avance. Ça m'a totalement enlevé tout ça. J'ai vraiment perdu La foi. Ouais, la foi, puis même la confiance. Puis, je me suis comme... j'ai comme pris 30 ans de ma vie. Quand j'ai rencontré Johnny, j'ai pris 30 ans de ma vie. J'ai adapté 30 ans de ma vie à 1 an et 10 mois avec lui. T'sais. Puis le 1 an et 10 mois que j'étais avec lui était tellement intense que quand il est parti, c'est comme j'avais... Ma vie n'était plus pareille. J'arrive sur la scène, premièrement, des duos qui chantent Elvis en duo, ça ne s'était jamais fait. T'sais. Nous autres, on n'a jamais pratiqué ensemble. On arrivait sur la scène, puis on se regardait, puis on savait qui chanterait telle phrase. Assez qu'à un moment donné, on était à Miami, puis on faisait tourner nos micros. Ben, il faisait tourner son micro, puis moi aussi, mais on ne le savait pas. Fait qu'on s'est regardé, à un moment donné, on s'est fait un clin d'œil, on voulait faire quelque chose, mais on a fait la même affaire. On a fait tourner nos micros avec le fil, mais qu'est-ce qui est arrivé? Les micros sont tapés dedans, puis les fils se sont mêlés. On s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Et on avait les mêmes... on avait les gènes, c'est fort. On était connectés, puis ça m'a bien fâché. Puis, ouais. C'était... On avait plutôt une relation de chum parce que tout ce qu'on parlait ensemble, c'était pas des affaires que père et fils, ça compte. Okay. Puis je l'ai appelé papa une fois. OK. C'est la scène. Puis une fois, je pense, le premier matin qu'on s'est rencontrés, après le test ADN, parce que moi, la journée, quand j'ai eu le test ADN, j'étais poursuivi en fait par la malle, mais j'ai appelé là-bas, j'ai fait appeler un de mes amis qui parle anglais, c'était en Colombie-Britannique. Puis quand il a raccroché, il avait les yeux pleins d'eau. Il dit, Max, il dit... Elle me dit la réponse. Mais il dit, je peux attendre, si tu veux attendre d'avoir la lettre avec la réponse, je vais respecter ça, je t'en parlerai pas. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas lui, mon père, c'est René Angélil, quoi. Là, il dit, non, elle me dit que les probabilités sont 99,98%. Que c'est Johnny. C'était mon idole, Johnny, c'était mon idole Elvis était mort, donc c'était Johnny Farago qui était mon idole. Hein. Là, j'apprends que mon idole, c'est mon père. Là. Ça m'a donné une autre claque, tu sais. C'est pour ça que je te dis, quand je l'ai perdu après, là, mais, j'ai perdu mon idole. Hein? J'ai perdu un chum, puis j'ai reperdu mon père. Il y en a beaucoup, hein. Ben, je pense que le meilleur souvenir que j'ai eu avec lui, c'était à la pêche, dans le chaloupe, moi puis lui. Puis en même temps, c'est une anecdote très drôle, parce que mon père fumait des cigarettes qui s'appelaient Facile à rouler. C'était un tube que tu mettais un cylindre dans le tube, là. Okay. C'était du tabac que tu mettais dans le chose. Puis une journée, on était à la pêche. Puis il est debout dans la chaloupe avec sa cigarette dans la bouche. Puis il tousse. Mais le tube sort. En fait, le cylindre sort, il reste juste le papier qui est plié par en bas de même. Puis il pompe, puis il essaie de pomper. Puis moi, je ris, puis je le regarde, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, il regarde, puis il n'y avait plus rien après sa cigarette, il restait avec le papier qui tombait, tu sais. Puis j'ai ri, puis cette journée-là, ben, on s'en revenait ensemble au bord de l'eau. Puis il commençait à faire noir.
Puis moi, je conduisais le bateau avec le moteur comme ça. Sa ligne était en arrière de moi, fait que je me tassais par là. Fait que sa ligne venait dans mon dos, puis je prenais avec ma main ici, puis je tirais dessus. Puis là, il disait, j'en ai un, ça levait debout, puis là, je lâchais. Là, il disait, mon père, il sacrait des fois, il a été cru, je l'ai perdu. Je continuais. J'en ai un. Mais dans ce lac-là, ce qu'on était, je savais qu'il y avait une petite truite toute petite de 8-9 pouces, tu sais. Puis le propriétaire aussi, tu sais. Là, il dit, il est arrivé là-bas, moi j'ai dit, mais quand il va vous conter ça? J'ai dit, là, j'ai causé compter l'histoire, tu sais. Là, ils l'ont agacé, ils ont dit, puis Johnny, ça a l'air que t'as manqué des prises. Là, il dit, toutes des prises, il m'a dit en affaire. Il dit, je suis certain de même ça, voir la grosseur de ces poissons-là. Il dit, ça tirait tellement ma ligne que t'es plié en deux, tu sais. Et les autres, ils riaient parce qu'ils savaient, mais j'y ai jamais dit à Johnny. OK. J'ai jamais avoué que c'est moi qui l'avais fait ça. J'étais pas capable. Ouais, ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai de mon père en tant que personne. Tu sais. Pas en tant que chanteur, en tant que personne. Wow. Ça, c'est une journée père et fils. Oui, effectivement. Ouais. À la pêche, ça ne peut pas faire autrement. Ouais. Je veux vraiment te remercier vraiment sincèrement de t'avoir vraiment ouvert comme ça, parce que je sais que c'est des fois parler de choses un peu plus personnelles, c'est jamais facile. Mais je veux vraiment te dire merci. Merci à toi. C'est très enrichissant de t'écouter parler. Ben, merci. Donc, Je suis pas un gars qui a une très grande allocution, mais j'aime parler, puis je suis un gars du peuple. mais quand on parle avec son cœur, ouais, c'est ça. c'est toujours bien accueilli. J'aime parler avec mon cœur, puis j'aime que les gens apprennent à connaître le gars aussi. Tu sais. C'est ce qu'on voulait. Merci beaucoup. Merci à toi. Super gentil. Decorations I've read on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue memories start calling, and when those blue, Si j'ai oublié quelqu'un, on a choisi ce métier-là, faut jamais l'oublier et continuer sans jamais s'arrêter. Parfois on a fait rire, parfois on a fait pleurer. Ensemble on a essayé d'oublier tous les petits problèmes qui font partie de la vie, toutes les peines et les chagrins. Max, on l'a vu durant toute l'émission, tu étais un gars passionné. Ouais. J'aimerais ça parler de d'autres passions que les chevaux et la musique. Première des choses, il paraît que tu as une passion pour les chapeaux de cow-boy. ouais, j'adore le chapeau de cowboy, je suis indomptable là-dessus. Ma femme, même, des fois, elle dit pas encore un chapeau de cowboy. Moi, je vais partout, que ce soit un dépanneur, un festival, que ce soit comment on dit ça, donc, une machine où il y a des chapeaux de cowboy. Dollarama, n'importe quoi. Tout ce qui s'appelle chapeau de cowboy, qui n'est pas pareil comme ceux que j'ai, je l'achète. Puis ça vient de où, ça, au juste? Je sais pas. J'aime. Mais écoute, j'aime les chevaux, hein. J'aime la mode. Comme j'ai dit tantôt, je suis pas un chanteur country, mais j'aime tout ce qui vient avec. Hein. Donc, je suis plus cowboy qu'un chanteur country, mais souvent, tu sais. J'ai les chapeaux, les chevaux, la ranch, la musique country, c'est toute ma passion. Donc, les chapeaux. L'historial des guitares aussi. J'ai des guitares un peu partout en haut, j'ai des guitares encore. Il y en a qui sont cachées, il y en a qui sont dans l'écurie aussi. C'est une chose que j'aime beaucoup. Que tu aimes collectionner. Oui, puis avant, je trouvais que ça me faisait pas bien. Mais depuis que je reste ici, il y a moins de monde qui passe, qui me regarde. Fait que je suis plus intime. Ça me permet d'en porter. Puis à un moment donné, ça me fait bien. Finalement, tu sais, je me trouve un chapeau qui me va mieux qu'un autre. Puis, des fois, je me prends des petits selfies, puis je me regarde. Puis là... mais ça me gêne de le porter devant le monde. Je suis encore gêné de porter un chapeau, mais j'adore le chapeau. On ça revenait aussi dans le début de carrière, parce que tu as fait un concours d'imitation d'Elvis. Tu es un grand fan d'Elvis. Ouais. Tu me parles un peu de cette expérience-là, comment ça s'est passé, parce que ta mère n'était pas d'accord que tu fasses ce concours-là. Ma mère n'était pas d'accord que je fasse de la musique, point. Point, OK. Ma mère n'avait pas eu de bonnes expériences en musique, puis elle trouvait ça dur, puis pour une femme, surtout dans ce temps-là, c'était quand même assez compliqué. Ouais. Puis ma passion pour Elvis, mais elle était tellement tannée de m'entendre chanter du Elvis parce que j'avais 9 ans,
Puis j'ai eu ma première guitare, puis j'ai appris à jouer de la guitare avec les 5 piastres que ma mère me donnait par semaine pour sortir des vidanges, je faisais la vaisselle, de faire là. J'allais m'acheter des livres, j'apprenais à jouer mes accords de guitare avec ça. Puis j'imitais Elvis, je me faisais une couette. Puis là, j'avais des photos d'Elvis, j'avais tapissé tous mes murs au complet dans la chambre. Le plafond était plein de photos d'Elvis. Puis là, je me pratiquais à lever ma lèvre. Écoute-moi, je me suis peigné comme Elvis pendant toute ma jeunesse, puis je souriais comme Elvis avec la lèvre qui montait, pour me faire dire à un moment donné, Maxime, savais-tu que ta couette n'était pas sur le bon bord? Je dis, comment ça? Et non, Elvis, il se peignait à gauche. Puis sa lèvre qui levait, c'était celle de gauche. Et moi, j'ai toujours regardé des photos. Fait que je souriais sur le même bord que lui, tu sais. Fait que j'ai fait ça pour rien. Mais ça a été mon idole, puis j'ai commencé à 11 ans, je pense que j'étais dans une classe à l'école, au primaire, puis il demandait de faire une prestation de ce qu'on aimait, tu sais. Fait que moi, mon chum faisait semblant de jouer du drum, puis l'autre, il faisait semblant de jouer de la guitare. Puis moi, je faisais semblant de chanter du Elvis, puis on faisait jouer le record Jailhouse Rock. Puis je chantais, puis je bougeais comme Elvis. Puis c'était ma première fois là, que je faisais une tourne d'Elvis en lip sync. Puis que j'ai vu les filles après moi, puis tout ça, puis là, j'ai comme whoop! Tu sais, fait que j'ai commencé à apprendre vraiment la guitare après ça, puis commencé à chanter pour le vrai. Une journée, il y a un concours d'Elvis justement avec Gérard Vermette encore, puis Marcel Giguère, qui est le père de Roger Giguère, au Parc Belmont. Là, il y a 500 $ à gagner au premier prix. Ça fait que j'ai dit à ma mère, maman, je vais aller participer au concours. Elle dit, tu n'iras pas là, c'est ça, puis c'est pas pour toi, puis tu vas faire rire de toi, puis en tout cas. Fait que je décide, moi, que je m'inscris au concours. Ma mère, elle ferme la porte le soir. Elle ferme ma lumière, elle s'en va se coucher. Et le matin, quand elle s'est levée, je n'étais plus là. J'ai passé par la fenêtre. Je me suis sauvé. Je suis allé coucher chez un de mes amis, qui lui m'a couvert. Puis le lendemain, je prenais l'autobus pour m'en aller au Parc Belmont. J'ai fait de la concours d'Elvis, puis j'ai gagné la première position. Fait que là, j'ai eu 500 $. Assez d'argent pour vivre de mes propres ailes. Je ne retourne plus voir ma mère. Fait que t'es comme quitté. Je me sauve. Avec le seul linge que j'ai sur le dos. Là, j'étais m'acheter des verres de contact bleu, pas de force. Ça m'avait coûté 75 $, ça devait coûter 100 $ pour me changer la couleur des yeux, pour avoir les yeux bleus comme Elvis. Je me suis acheté de la teinture noire. Je me suis teindu les cheveux. J'avais les cheveux aux épaules. Je me suis fait couper les cheveux. Puis mon nom a changé pour Maxime. Alors là, c'est impossible de me retrouver. Puis là, je devenais un vrai chanteur. Un vrai chanteur. Puis j'ai passé 3 mois comme ça à dormir sur les bancs de parc. Tout ça, là, puis, mais je chantais de la musique à tous les jours sur le bord de la rue. Il y avait les moteurs qui étaient là, le groupe des SS dans le temps. C'était comme les Hells Angels. Puis les autres me donnaient de l'argent. Puis, des tips pour... Ils me donnaient des tips. Ouais, ils me donnaient des tips, puis ils m'ont appris à vivre, eux autres aussi, un petit peu, puis, mais c'est eux qui me faisaient manger. Alors, ils m'ont donné, quand j'avais une pièce ou deux, j'allais m'acheter un hot dog, j'allais dans la salle de bain, je lavais mon linge dans le lavabo, je faisais sécher ça avec le séchoir électrique. Puis j'ai vécu de même avec ma guitare en dessous de mon bras pendant un été de temps. Jusqu'à temps qu'on arrive au mois d'octobre, un peu comme là. Ouais. Puis il faisait froid, puis je les ai amenés. J'ai faim, puis il faut me trouver une place à rester. Fait que j'ai arrêté la police, puis je lui ai expliqué mon affaire. Puis ils m'ont dit, on n'a pas rien à tête d'inscription, tu sais. Je dis, ma mère, elle me cherche pas, tu sais. Ah ouais? Ben, on sait pas, on n'a pas rien. Fait qu'ils m'ont rentré dans une cellule. Ils ont appelé un travailleur social. Puis le travailleur social est venu me voir, il dit, je te ramène chez ta mère. J'ai dit, non, je vais pas retourner chez ma mère, je vais chanter. Fait qu'ils m'ont emmené dans un centre d'accueil à Calèche, à Sainte-Agathe. J'ai passé 2 ans de ma vie là. Après, j'étais allé dans un appartement supervisé, famille d'accueil. Puis ma carrière a commencé comme ça. Vers 18 ans, tu as eu un gros accident? Ouais, j'ai eu un accident d'auto. Justement, je chantais dans une place qui s'appelle le Café des Pins à Saint-Jérôme, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais pas de voiture, donc j'embarquais avec des clients souvent. OK. J'en embarqué avec un client que je ne sais pas c'est qui encore aujourd'hui. Et puis, il y a une femme qui nous a rentré, la professeure d'arrêt-stop, elle nous a rentré dedans, puis on a levé, on a retombé sur le toit, le bord du boulevard. Puis moi, j'ai été éjecté de l'auto. Puis j'étais comme cliniquement mort, qu'on disait. Puis ils m'ont réanimé avec des électrochocs. Puis ça a pris 4 jours. En fait, ça arrivé le dimanche, un dimanche soir, puis je me suis réveillé le mardi après-midi. Puis là, je me souvenais plus de rien. J'ai tout réappris à chanter, j'ai réappris à parler. Je me souviens pas du monde d'avant l'accident, je me souviens pas de ce que je faisais, que j'étais chanteur, que je me souvenais pas de rien.
Tranquillement pas vite, c'est la mémoire revenue ou c'est Ouais, ça a des revenu, bouts que ça- tu te rappelles pas plus Ça jamais? non, mais ça, ben, je sais pas. Ça a revenu très rapidement, même d'un jour qui suivait. Ça revenait tout. Ok. Tout se replaçait. Puis qu'à un moment donné, ben, le jeune me parlait. Pendant que je voyais des coupures de journaux qui annonçaient l'accident, là, je voyais l'auto, puis le gars avec qui j'étais. Ah, là, ça revient. Puis là, les musiciens, Stéphane Ménard, puis tout ça, avec qui je travaillais, ils m'ont tout dit, Max, t'en souviens pas, on faisait ça. Puis Carlo Monti, puis à un moment donné, ben, c'est comme naturellement, chaque jour, ça revenait, puis tout est revenu. Sauf qu'il y a plein de choses que je me souviens pas. C'est comme les mauvais coups que j'ai fait quand j'étais jeune. Tu sais. Ou on peut pas se souvenir. C'est ça. Là, des fois, mes tantes, ils me disent, ah, tu te souviens pas quand tu étais petit, tu faisais des coups pendables à ta mère. Je me souviens pas de ça pantoute. Ben, c'est vrai que je m'en souviens pas. Ok, ben ça, C'est vraiment vrai. Ok, C'est vraiment vrai. Ben oui. Ah, ben, tant mieux. Toi, tu me crois pas non Mais plus. non, c'est ça. Mais avec toutes ces épreuves-là, tu sais, que tu viens de me conter que tu dormais dehors, c'était quand même rough. L'accident de voiture, qu'est-ce qui t'a permis à toujours garder le cap vers ton rêve de faire de la musique? Ben, qu'est-ce qui m'a permis de garder le cap? Ben, premièrement, j'ai une tête dure. Puis deuxièmement, je suis pas un gars qui baisse les bras sur rien. Dans ma vie, moi, j'ai comme principe que si tu tombes, faut que tu te relèves. Attends pas que quelqu'un te relève. Puis, je suis un fonceux. Puis, j'aime la vie. Puis, j'aime me donner des limites, pas des limites, mais des buts à atteindre. Tu sais. J'ai toujours dit, moi, il vaut mieux ne pas atteindre son but que de ne pas avoir de but. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Fait que c'est comme ça. Je suis un gars déterminé, puis souvent, ma femme, ou peu importe, vont me dire, ah, fais pas ça, tu t'embarques encore dans quelque chose, ça marchera pas. Ça va marcher. Si ça marche pas, je vais recommencer. Puis si ça marche pas encore, ben écoute, je vais peut-être essayer une autre fois, je sais pas. Mais peut-être différemment, tu sais. D'ailleurs, comme tantôt je te disais, ma vie que j'ai faite, là, je suis pas à plaindre. Je veux pas que les gens pensent que je fais pitié. Je fais pas pitié. En fait, j'ai vécu ce que je voulais vivre. J'étais déterminé à le faire. Puis vous m'auriez sorti de là, puis j'aurais retourné. Puis aujourd'hui, ça serait à refaire, puis je le referais encore. Mais plus intelligemment. Plus intelligemment. Ouais. Justement, on pourrait se finir là-dessus. Ce serait quel conseil tu donnerais à toi plus jeune? As-tu vraiment un conseil précis que tu pourrais lui donner? Suis tes ambitions, mon chum, puis vas-y. C'est ça que je dirais. Fait que c'est Fais ce pas que mal tu ça as envie que de t'as fait. faire, ouais. Ben, merci beaucoup, Max. Plaisir, mon ami. Ben, Crème, je vais te suivre ton conseil, moi. Je l'aime, ton conseil. Yes. C'est ce qui termine notre émission. Vous pouvez suivre Maxime sur sa page Facebook et son livre Un peu d'amour, beaucoup de peine est disponible dans toutes les librairies. Et moi, je tiens à remercier ameublement cette Lacouille à Drummondville pour le magnifique confort qu'il nous offre, hein, quand même. Ah, tout à fait d'accord. Un petit ça. À la prochaine. Tu as un petit coussin? Oh oui.